Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF. Nous sommes le dimanche 30 juin 2024. Donc, nous sommes au premier tour des élections législatives suite à la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le président de la République, Emmanuel Macron. Alors, en fonction de l'heure où vous verrez cette vidéo, on sera sans doute, le premier tour sera passé. Enfin, au moment où je fais cette vidéo, on ne connaît pas encore les résultats du premier tour. L'idée de cette vidéo, c'est pas du tout de faire des pronostics de qui c'est qui va gagner ou de donner des consignes de vote. Déjà, c'est interdit le jour des élections. Et en plus, ce n'est pas du tout l'objet de cette chaîne. Hein. C'est pas, cette chaîne-là n'est pas du tout une chaîne partisane sur le plan politique. Néanmoins, c'est important pour moi de vous indiquer de comment pourraient réagir les marchés en fonction du scénario qui va se dérouler à partir de ce soir, mais plus probablement dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc voilà, donc tout d'abord, alors ça c'est vraiment important euh, pour, euh, pour moi un petit peu de vous en parler. Euh, Disons que, comment dire, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait comment dire, une révolution. Il ne faut pas s'attendre à ce que il y ait beaucoup de personnes espèrent que à l'issue de ces élections, leur vie va changer. Bon. Voilà, la seule chose que je peux vous indiquer, vous dire, et ensuite chacun votera en son âme et conscience, c'est que la vie, votre vie quotidienne, ne changera pas drastiquement à l'issue de ces élections. Par contre, les marchés, eux, vont réagir de manière différente en fonction du résultat de ces élections. Alors, donc là, j'ai distingué, vous voyez, dans ce slide, alors j'ai présenté ce slide lors de l'inauguration de mon livre, donc il y a 3 jours de cela, donc à la Maison de la Culture à Paris. Donc là, du coup, parce que bon, évidemment, tout le monde n'a pas pu participer à cette journée-là. Du coup, je vous représente un petit peu ce slide qui est quand même important. C'est peut-être la chose la plus importante à avoir en tête, au-delà de la personnalité qui sera, entre guillemets, élu Premier ministre, puisqu'on n'élit pas un Premier ministre, mais visiblement tous les partis y vont de leur grain de sable. Alors, moi, je distingue deux grands cas. Premier cas, à l'issue de ces législatives, il y a une majorité absolue ou quasi absolue qui sort des urnes. Là, on a trois cas. Supposons que Emmanuel Macron remporte son pari et il arrive à dégager une majorité absolue avec évidemment ensemble la liste qui est conduite par Gabriel Attal et évidemment supervisée par le président Emmanuel Macron, qui arrive à agréger autour de lui des personnes de droite, droite modérée, hein, les LR modérés entre guillemets, et de la gauche entre guillemets gauche républicaine ou la gauche social-démocrate, type Antoine, Raphaël Glucksmann ou François Hollande. Supposons qu'on arrive à reconstruire une majorité présidentielle du centre autour d'Emmanuel Macron. Là, c'est le scénario rêvé des marchés. Hein. C'est le scénario rêvé des marchés. Le CAC 40 pourrait facilement regagner 300, 400, 500 points. Ça pourrait se faire en deux 3 jours. Les obligations françaises qui ont été attaquées remonteraient. À l'inverse, les obligations allemandes, les taux allemands remonteraient, donc les obligations allemandes rebaisseraient, et on aurait une reprise de l'euro et un scénario qui serait plutôt favorable pour l'immobilier. Donc là, évidemment, le commentaire, le conseil, ça serait de revenir sur les marchés français, que ce soit via l'immobilier, via des investissements qui jouent l'euro contre les autres devises, les actions françaises, donc CAC 40, mais pas que, hein, ça peut être aussi des actions small cap françaises, ou les obligations françaises. C'est ce premier cas. Deuxième cas, le Rassemblement national et ses alliés remportent la majorité absolue. Dans ce cas-là,
aussi incroyable que ça puisse paraître, alors les actions, il y aura de la volatilité sur les marchés, mais paradoxalement, on pourrait voir un marché action qui, après quelques soubresauts, repartirait à la hausse. Des obligations, par contre, des obligations françaises qui, elles, seraient plutôt délaissées au bénéfice des obligations allemandes, l'euro qui pourrait quand même souffrir, et l'immobilier, bon an, mal an, qui pourrait stagner, voire légèrement remonter. Alors, vous pourrez peut-être être surpris par ce scénario, parce qu'on pourrait croire que avec le RN qui reviendrait au pouvoir, on pourrait avoir finalement un cataclysme sur les marchés. Alors, le scénario du RN au pouvoir serait clairement moins favorable pour les marchés qu'une nouvelle victoire d'Emmanuel Macron et de ses alliés. Bien sûr, les marchés préfèrent clairement Emmanuel Macron que ses alliés. Néanmoins, une victoire du RN ne serait pas non plus cataclysmique pour les marchés. Regardez un petit peu ce qui s'est passé en Italie avec la victoire de Giorgia Meloni. Ça n'a pas été le carnage sur les marchés italiens. Regardez ce qui s'est passé en 2016 quand Donald Trump a gagné les élections, à la grande surprise générale contre Hillary Clinton. On a vécu un âge d'or sur les marchés. Ça a été vraiment un âge d'or sur les marchés boursiers américains. Donc une victoire du Rassemblement national ne serait pas nécessairement un échec, un cataclysme sur les marchés, même si ce sera clairement moins favorable que Emmanuel Macron. Et enfin, vous avez le troisième cas où le nouveau Front populaire gagnerait les élections. Là, pour le coup, là, ça serait vraiment, vraiment dévastateur sur les marchés. Clairement, quand on voit le programme du nouveau Front populaire, avec des hausses d'impôts, des taxations à tout va, là, on risque clairement d'avoir un effondrement des actions françaises. Hein. Clairement, le CAC 40 pourrait perdre 1000 points. Hein. Les obligations françaises qui seraient attaquées. Hein, là, on pourrait très très bien avoir les taux en France qui monteraient de 1, 2, 3%. L'euro qui serait attaqué également. Et même l'immobilier français. Alors là, je le dis pour mes amis agents immobiliers, là, ça va être un bain de sang. Ça va être un bain de sang sur l'immobilier parce qu'on va avoir un plafonnement des loyers, on va avoir tout un tas de réglementations, de paperasse administrative qui va s'ajouter à la lourdeur administrative qui existe déjà. Et donc là, ça va être très, très dur pour l'immobilier. Donc là, clairement, mon conseil, en cas de victoire du NFP, ça sera de vous désensibiliser des actifs français et européens et d'accélérer tout ce qui est donation via le démembrement. Alors néanmoins, je ne crois pas que ce scénario pourra être longtemps viable. Non pas que, là encore, on est en pleine dans les élections, non pas que le NFP va perdre, etc. C'est pas du tout, du tout, du tout ce que j'ai à vous dire. C'est que le programme du NFP ne sera pas viable longtemps. C'est que vous allez avoir d'abord un effondrement des marchés. Néanmoins, la Commission européenne va très très vite intervenir, un petit peu comme ce qu'elle avait fait contre Tsipras en Grèce, et vous aurez très très rapidement les membres, le gouvernement Nouveau Front Populaire qui sera obligé de faire machine arrière pour avoir une politique beaucoup plus libérale. Souvenez-vous de François Hollande quand il a dit mon ennemi c'est la finance, mon ennemi c'est la finance, qu'il allait mettre une taxe à 75% contre les plus riches. Très rapidement, dès qu'il a été élu, François Hollande a fait machine arrière et a mené une politique, la politique la plus pro-entreprise qui a été mise en place depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron est un bébé Hollande. Emmanuel Macron a été mis au pouvoir, a été porté par François Hollande, avec derrière les milieux économiques, notamment Bernard Arnault, qui a poussé Emmanuel Macron à la présidence de la République. Donc pour moi, un NFP qui arriverait au pouvoir, alors on aurait peut-être sans doute au début Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, qui seraient aux premières loges, mais très rapidement, suite à la pression qu'il va y avoir de la Banque centrale européenne et des instances européennes, très rapidement, le NFP devra
mettre en avant, devra éclipser M. Mélenchon pour mettre en avant des personnes beaucoup plus consensuelles comme François Hollande ou peut-être Raphaël Glucksmann. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. Ensuite, on va passer au deuxième cas. Ça, c'est s'il n'y a pas du tout de majorité absolue. Là, pour le coup, on aurait une majorité qui serait beaucoup plus difficile. Il n'y aura pas de majorité. Et là, on risque de rentrer dans dans un imbroglio. Et là, je vais vous parler un petit peu de ce qui risque de se passer. Je fais juste une petite pause et je reviens vous en parler. Me revoilà de retour pour la suite. Alors, la suite, donc, c'est que se passerait-il si il n'y a pas de majorité absolue. Donc ça, pour le coup, ça c'est un scénario qui sera clairement beaucoup plus, euh, paradoxalement beaucoup plus problématique. Parce que honnêtement, même si par exemple le NFP venait à gagner, très rapidement, hein, il y aurait une révolution au sein même du NFP, où on verrait très rapidement des personnes comme François Hollande, Manuel Valls, Raphaël Glucksmann, qui prendraient ce nouveau Front populaire quelque part, le prendraient à leur compte pour rassurer la Commission européenne. Donc on n'aurait pas, ça ne va pas forcément durer, enfin la parenthèse Mélenchon, Ruffin ne pourrait pas durer très longtemps, tout simplement pour des raisons économiques. Alors, ensuite, il n'y a pas de majorité absolue. Alors là, il y a deux cas. Alors, le premier cas, on a une crise de régime. Le chaos dans la rue, c'est-à-dire que voilà, le pays est ingouvernable. On aurait peut-être un RN qui aurait une majorité relative, mais qui ne pourrait pas du tout appliquer son programme, avec des grèves à répétition dès la rentrée de septembre. Et là, ça peut être vraiment très, très compliqué. Emmanuel Macron, évidemment, va essayer de jouer sa partition. Et là, c'est peut-être le scénario qui, pour moi, est le plus négatif pour la France. Qu'il y ait vraiment un nini, que ce soit un peu le bordel quelque part. Et là, ça serait vraiment très, très compliqué. Et pour moi, c'est vraiment le cas, en fait, où on risque d'avoir carrément le FMI à nos portes, où la France pourrait se retrouver quasiment en situation de quasi-faillite. Ça, c'est vraiment le scénario qui serait catastrophique, où il n'y a vraiment rien qui ressort des urnes et où c'est le bordel. Où c'est le bordel, plus personne n'arrive à contrôler la situation. Et là, ça serait vraiment un vrai problème. Donc là, très clairement, il faudra se désensibiliser des actifs français et européens. Bon, c'est valable pour tous les scénarios, bien sûr. Et commencer, alors pour celles et ceux qui ont quand même du patrimoine, commencer à penser transmission-succession. Parce qu'il y aura énormément de cas. Euh, Même, moi je pense, hein, même si Emmanuel Macron arrive à reformer un gouvernement centré autour du centre, il y a une énorme manne financière dont aura besoin l'État pour continuer à financer. Ça sera de s'attaquer au patrimoine des ménages. Parce qu'au niveau impôt sur le revenu, on ne peut pas faire pire. C'est pas possible. La France est un des pays les plus imposés au monde. Quand on prend la TVA sur la consommation, on prend les charges sociales, les charges patronales, la CSG, l'impôt sur le revenu, plus les taxes diverses, hein, les taxes sur les logements vacants, la CFE sur les entreprises, la taxe foncière sur tous les propriétaires. Euh, il n'y a pas énormément de marge de manœuvre pour augmenter l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la consommation. Là, on a une des TVA les plus élevées au monde, hein, 20%. Le seul cas, le seul moyen pour l'État pour augmenter encore les impôts, ça serait de taxer les patrimoines. Et une des solutions pour taxer les patrimoines, ça serait d'alourdir l'impôt sur les successions-transmissions. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque vous avez malheureusement vos parents, vos grands-parents qui décèdent,
vous, en tant qu'enfant, vous héritez d'une certaine somme, d'une certaine, entre guillemets, fortune, vous avez autre chose à faire qu'à aller taper sur le fisc. Vous êtes déjà content d'hériter, même si vos parents vous lèguent 1 million d'euros, vous payez, allez, ils augmentent la fiscalité, vous payez 700 000 euros aux impôts, 800 000 euros aux impôts. Bon, ce que, là où vous êtes content, vous dites, bon, j'ai quand même 200 000 euros. Vous avez, en tant qu'héritier, vous avez l'impression de recevoir 200 000 euros, sans penser qu'en réalité, vos parents vous ont légué 1 million d'euros. Donc ça sera sans doute une piste que devront mettre en place quasiment tous les gouvernements. Pour moi, c'est le seul argent qui reste encore, qui peut être encore récupéré par l'État. C'est tout ce qui est succession, transmission. Donc l'impôt sur les patrimoines. Donc là, honnêtement, ça, de toute façon, il faudra, dans tous les cas, mettre en place des solutions pour accélérer le processus de transmission, succession-transmission à vos enfants et pas attendre d'avoir 80, 90 ans pour le faire. Donc ça, c'est voilà. Donc pour revenir un petit peu à l'absence de majorité absolue, donc premièrement, on n'arrive pas à former un gouvernement. C'est le bordel. Emmanuel Macron ne peut redissoudre l'Assemblée nationale avant un an. Donc là, ça va être vraiment, vraiment compliqué. C'est vraiment le scénario, pour moi, qui est le plus dangereux, en réalité, euh, pour, euh, pour la France. Deuxième cas, il n'y a toujours pas de majorité absolue, mais le président de la République arrive à mettre tout le monde d'accord, arrive à dire au Rassemblement national, à Ensemble, donc sa majorité à lui, et au NFP, écoutez, les élections ont accouché d'une souris, on ne peut pas former un gouvernement RN, on ne peut pas former un gouvernement Ensemble avec Attal, on ne peut pas former un gouvernement NFP avec soit un NFP plutôt gauche, centre-gauche, amené par Raphaël Glucksmann, François Hollande ou éventuellement Berger, soit un gouvernement de gauche beaucoup plus radical, amené par Ruffin, Mélenchon, Fabien Roussel. On ne peut pas. Et donc là, Emmanuel Macron proposerait à tous les partis en leur disant, écoutez, cette bataille des législatives s'est soldée par un match nul. Je vous propose de faire un gouvernement d'union nationale, un gouvernement technique, un gouvernement technocratique, un petit peu comme ce qui s'est passé en Italie où on a eu à la fois l'extrême gauche amenée par le mouvement 5 étoiles et l'extrême droite amenée par Salvini, qui était quasiment au coude à coude. Et à la fin, on a eu un gouvernement où il y a eu Mario Draghi, donc quand même l'ancien patron de la BCE, qui a pris le pouvoir de manière transitoire en Italie, où il y a eu un gouvernement technique en Italie pendant un an, le temps qu'il y ait de nouvelles élections. Donc ça, paradoxalement, ça serait le scénario rêvé des marchés. Ça serait le scénario rêvé des marchés, qu'il n'y ait aucune majorité absolue qui sorte des urnes, que les partis arrivent à se mettre d'accord sur un gouvernement technocratique en attendant une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale qui interviendrait dans un an. Donc là, ça serait vraiment le scénario rêvé des marchés, où là, pour le coup, on aurait un CAC 40 qui pourrait facilement battre ses précédents records historiques, revenir à 8200, 8500, voire pourquoi pas dépasser les 9000 points. Ça serait vraiment le scénario idéal pour les marchés. Donc voilà un petit peu hein, ce que j'ai à dire hein, sur les différents cas qui sortiraient en fonction de ce qui sortirait des urnes. Euh, Moi, mon avis, euh, je pense qu'on pourrait avoir une forte volatilité dans un premier temps sur les marchés français parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, à moins d'avoir un scénario Emmanuel Macron qui arrive. Enfin, on a un sursaut des électeurs qui disent oh là là,
on n'a pas forcément envie de tester une aventure RN ou une aventure NFP. On va remettre en place un gouvernement Attal. Donc là, ce serait vraiment le scénario où finalement les marchés repartiraient en V. Mais dans les autres cas, ça va être, ça va être sportif. Ça va être sportif, même dans le cas de la formation d'un gouvernement technique. Le gouvernement technique ne va pas sortir comme ça dès le 7 juillet. Ça va être quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place. Il va falloir convaincre le NFP, le RN, que dans l'intérêt de tout le monde, vaut mieux un gouvernement technique, qui sera certes impopulaire, parce qu'un gouvernement technique va mettre en place des mesures très impopulaires pour les Français. Hein. Ça peut être un report de l'âge à la retraite à 66-67 ans. Ça peut être un assouplissement, une dérégulation du marché du travail qui permettra aux entreprises de licencier beaucoup plus facilement les personnes. Ça peut être encore une baisse des droits aux chômeurs. Alors, quand je dis une baisse des droits aux chômeurs, ça va être une baisse drastique des droits aux chômeurs. Par exemple, on ramènerait le temps, la durée d'indemnisation à 6 mois avec un revenu, une allocation maximale au chômage plafonnée, par exemple, peut-être au SMIC ou à 2000 euros par mois. Ça peut faire rire, mais c'est ce qui se fait déjà au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, quand vous tombez au chômage, vous êtes indemnisé peut-être pendant 6 mois, 1 an, et je crois que l'indemnité, elle est plafonnée, l'indemnité chômage au Royaume-Uni, elle est plafonnée à quelque chose comme 700 ou 800 livres par mois. Donc on pourrait avoir des mesures très impopulaires qui seraient mises en place par ce gouvernement technique, qui va énormément plaire au marché, qui va déplaire évidemment à la rue, aux classes populaires, et qui paradoxalement arrangerait tous les partis politiques. Parce que quand Emmanuel Macron redissoudra l'Assemblée nationale dans 1 an, tous les partis politiques pourront avoir un discours populiste en disant regardez ce qu'a fait ce gouvernement technique, il a paupérisé la population, il a paupérisé les classes moyennes, avec nous ça sera mieux, votez pour nous, ça ne peut pas être pire que ce que vous avez vu pendant 1 an. Donc peut-être il est possible que d'un point de vue machiavélique, Emmanuel Macron et l'ensemble des formations politiques, s'il n'y a pas de majorité absolue, aient intérêt à la formation d'un gouvernement technocrate, qui aura intérêt à mettre en place des mesures très impopulaires pour les classes moyennes et les classes populaires, mais qui avantagerait les marchés, qui pourraient pousser les marchés à la hausse. Donc ça, il ne faut pas sous-estimer ce scénario. Et là, dans ce cas-là, ben, il faudrait être dans les starting blocks parce que pour le CAC 40, ça va être génial. Pour le CAC 40, pour les obligations françaises, ça va être vraiment, vraiment, vraiment génial. C'est le scénario rêvé des marchés. Voilà, voilà ce que j'ai à dire. Alors, par contre, il y a un cas qui a peu de chances de se passer, et là, je tiens clairement à vous le dire. Même si, parce que je sais que ça peut faire rêver, que ce soit le NFP dans sa version gauche-rouge, donc version Mélenchon, version, version Ruffin, pour qui j'ai beaucoup de respect. Hein, j'ai beaucoup de respect pour François Ruffin. C'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui connaît très bien le terrain, c'est quelqu'un qui sait très très bien, qui connaît très bien ce qu'endure la femme de ménage, ce qu'endure l'ouvrier qui se lève très tôt le matin. C'est quelqu'un qui connaît très très bien le monde de l'usine. C'est quelqu'un qui passe sa vie dans les entreprises, quelqu'un qui passe sa vie près des classes populaires. Donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien ce qu'endurent les classes moyennes. Contrairement à une autre extrême gauche qui parle, qui gesticule, mais qui ne connaît absolument rien au monde ouvrier. Donc même si vous avez François Ruffin qui arrive au pouvoir, qui est nommé Premier ministre, il ne pourra pas appliquer sa politique. Il ne pourra pas appliquer sa politique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne pourra pas appliquer sa politique. À l'inverse, si vous avez la version Rassemblement national avec des souverainistes, avec des personnes qui sont pour la sortie de l'Union européenne, de la zone euro, qui sont pour mettre
des, des, des barrières commerciales pour empêcher les produits chinois d'inonder le marché français, pour mettre des barrières contre l'immigration. Ce programme-là, je suis désolé de vous le dire, il n'est pas applicable. Il n'est pas applicable parce que dès lors qu'on va vouloir mettre en place un programme souverainiste, très rapidement, la Commission européenne va taper du poing sur la table. La personne qui a les clés aujourd'hui du camion, c'est Ursula von der Leyen. C'est la Commission européenne. Et là encore, je suis désolé de vous le dire. La France, contrairement aux États-Unis qui ont le dollar, contrairement au Royaume-Uni qui a la livre sterling, la France n'a pas la capacité de s'affranchir des règles de l'Europe. Que ce soit un gouvernement Attal, qui de toute façon, Attal ne veut pas s'affranchir des règles de l'Europe, soit un gouvernement Bardella, ou que ce soit un gouvernement Ruffin, Mélenchon, Glucksmann, même Hollande, n'a pas les moyens. La France, ça m'embête de vous dire ça, n'a pas les moyens, n'a plus les moyens de ses ambitions. Pourquoi? La France est surendettée. Le pays, la France, croule sous les dettes. Mais le problème, l'Italie croule aussi sous les dettes. Mais l'Italie pourrait sortir de l'euro. L'Italie a la capacité de sortir de l'euro. Pourquoi? Alors là, je vais utiliser des termes techniques. L'Italie, quoi qu'on en dise, elle a, elle a, une, elle a des excédents primaires. L'Italie est en situation d'avoir des excédents primaires, alors que la France, elle est en déficit primaire. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce charabia que je vous raconte? L'Italie, alors l'Italie, tous les ans, elle est en déficit. Elle est en déficit, elle a un déficit budgétaire, et elle est encore plus endettée que la France. Néanmoins, quand on épluche les comptes de l'Italie, euh, ce qui met les finances publiques italiennes dans la merde, c'est que l'Italie a un énorme stock de dettes et elle a énormément d'intérêts à payer. Elle croule sous le poids des intérêts à payer à ses créanciers. Néanmoins, si Giorgia Meloni dit moi, Giorgia Meloni, je fais défaut, j'arrête de payer mes créanciers, je sors de la zone euro, l'Italie a encore la possibilité de rebondir, de payer ses fonctionnaires, parce que si on enlève la charge des intérêts de la dette italienne, l'Italie dégage un excédent positif. C'est-à-dire que l'Italie gagne plus d'argent qu'elle n'en dépense si on enlève le poids de la charge des intérêts de la dette italienne. Donc l'Italie génère un excédent positif. Donc l'Italie, si l'Italie sort de la zone euro, le gouvernement italien pourra continuer à payer ses fonctionnaires grâce aux excédents fiscaux que génère la balance italienne. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la France. Et ça, c'est indépendamment de l'Europe. Ne croyez pas celles et ceux qui vous disent il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à sortir de la zone euro et tous nos problèmes seront résolus. La France, quel que soit le gouvernement, c'est pour ça que je me permets de parler alors qu'on est en pleines élections législatives, parce que je n'appelle pas à voter pour l'un ou pour l'autre, quel que soit le gouvernement, la France devra mettre en place des réformes drastiques. Des réformes qui vont faire très très mal aux Français, qui vont faire très très mal au portefeuille, qui vont faire très très mal aux retraités, qui vont faire très très mal aux chômeurs, qui vont faire très très mal aux personnes qui bénéficient des allocations familiales et des minima sociaux. Parce que la France, si demain la France décide d'appliquer un programme en disant basta la Commission européenne, basta la BCE, comme on dit, comme disait Milei, hein,
fait du dégagisme afuera, hein. Le problème, c'est que dès lors que la BCE dit « Ok, moi, Banque Centrale Européenne, j'arrête d'acheter des obligations françaises », la France serait immédiatement en situation de défaut. Elle n'aurait pas d'autre choix, soit de se remettre dans le rang, comme l'a fait Tsipras en Grèce, soit de sortir de la zone euro. Et là, sortir de la zone euro, ça veut dire revenir au franc. Et très rapidement, le franc serait attaqué. Le franc perdra très rapidement 40 ou 50% de sa valeur par rapport à l'euro, à l'euro des autres pays européens. Donc très rapidement, le franc, le nouveau franc, perdrait 50% de sa valeur. Ce qui veut dire des taux d'inflation de 50%. On pourrait même avoir des pics d'inflation à 100%. Vous avez aimé l'inflation suite à la guerre en Ukraine, une inflation à 7, 8, 9, 10%. Mais si vous avez aimé cette inflation-là, vous allez adorer une inflation qui résulterait de la sortie de la France de la zone euro. Là, on aurait une inflation à 3 chiffres. Là, on aurait des prix qui doubleraient tous les mois. Tous les mois, vous aurez les prix qui doubleraient. Si vous allez au restaurant, la note de un restaurant, pas un restaurant 4 étoiles, hein, le restaurant du coin, bah, attendez-vous à payer quelque chose comme 100 euros. 100 euros pour une personne. Le McDo, si on sort de la zone euro, le McDo, il serait à 50 euros et pas à 10, 12 euros comme aujourd'hui. Et ça peut se faire en quelques semaines. Pourquoi? Parce que l'État français n'a pas les moyens de payer ses fonctionnaires. C'est que dès lors que les créanciers arrêtent de nous prêter, la France sera obligée de faire tourner la planche à billets pour payer ses fonctionnaires en monnaie de singe et on aura une dévaluation très agressive de la monnaie. Et là, pour le coup, on serait dans la situation que présente Olivier Delamarche, on serait dans une situation de type le Liban. Voilà. Donc là, ça serait vraiment un cas dramatique. La France, aujourd'hui, n'a pas les moyens d'imposer ces conditions au reste de l'Europe, quelle que soit la majorité qui sortira des urnes à l'issue des élections législatives. On n'a pas les capacités, on n'a pas les moyens de nos ambitions. Parce qu'on n'est pas capable de dégager un excédent positif. On a besoin, on dépend de nos créanciers. La France, pour payer ses fonctionnaires, est obligée de s'endetter sur les marchés financiers. Donc si vous êtes fonctionnaire et que vous écoutez ma vidéo, sachez que ceux et celles qui vous payent vos salaires, malheureusement, ce ne sont pas nos impôts. J'aimerais bien que ce soit mes impôts qui payent les fonctionnaires de ce très beau pays qu'est la France. Mais malheureusement, celles et ceux qui payent vos salaires, mesdames et messieurs les fonctionnaires, ce sont les marchés financiers. Voilà. Tout simplement parce que les impôts que je paye, que nous payons tous, ne sont pas suffisamment élevés pour couvrir les dépenses de l'État. Et quand je dis que nos impôts ne sont pas suffisamment élevés pour couvrir les dépenses de l'État, ça ne veut pas dire qu'il faut encore augmenter les impôts, mais ça veut dire que la seule manière pour permettre à la France, et là je ne parle sans aucune conviction politique, là je parle de chiffres, ce sont des maths, ce sont les maths qui parlent, et les maths n'ont pas d'odeur. Ben, il faut simplifier à l'extrême, il faut dégraisser le mammouth administratif de l'État français. Le gros problème qui aujourd'hui qui fait très très mal à la France, c'est la paperasse administrative. J'ai des amis qui sont agriculteurs, des voisins d'enfance qui sont agriculteurs. Ils passent la moitié de leur temps à faire de la paperasse administrative, à remplir tel formulaire, tel formulaire, tel formulaire, tel formulaire. Moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Je passe 80% de mon temps, 80% de mon temps à faire de la paperasse administrative. On est
devenu un pays soviétique sur le plan paperasse administratif. Et tout ça, ça a un coût. Ça a un coût pour des sociétés, pour toutes les personnes qui veulent lancer leur société. Mais ça a également un coût pour l'État. Parce que l'État n'arrête pas de devoir embaucher des contrôleurs, de devoir embaucher des gens qui contrôlent, qui contrôlent, qui contrôlent. Rien que moi, je vais vous parler de mon cas, euh, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'ai, je vais vous citer le nombre d'interlocuteurs différents. Alors j'ai la Banque de France qui contrôle mes activités, ce qui est normal. Il faut que les conseillers en gestion de patrimoine soient contrôlés. Sinon, on va avoir des vendeurs à la sauvette. Mais le problème, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Donc j'ai la Banque de France qui me contrôle. J'ai la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. J'ai l'AMF, l'autorité des marchés financiers. J'ai l'ORIAS, qui est un organisme qui a été monté, qui est commun, qui permet de recenser toutes les banques et les compagnies d'assurance. J'ai l'ANACOFI, qui est une association professionnelle, J'ai l'ANACONSO, qui est une branche qui est au service du consommateur, mais qui contrôle aussi les conseillers en gestion de patrimoine. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai l'INSEE, parce que pour avoir certaines certifications, il faut passer par l'INSEE, notamment la certification LEI. J'ai la Chambre de commerce et d'industrie pour avoir la carte T pour l'immobilier. Enfin bref, vous voyez, c'est le bordel. Hein, vous voyez le nombre d'organismes qui me contrôlent moi et à qui je dois faire tout un tas de papiers administratifs pour leur permettre de me contrôler. Je passe mon temps à faire de la paperasse et encore et encore et encore de la paperasse. Donc là, ça c'est un vrai problème. Et ça, évidemment, ça nécessite à l'État d'embaucher tout un tas de fonctionnaires. Alors, je ne dis pas que ces fonctionnaires ne servent à rien. Je n'attaque pas les personnes. Mais l'État est obligé de mobiliser tout un tas de personnes très compétentes, mais qui sont obligées de faire de la paperasse. Hein, regardez les 12 travaux d'Astérix, la maison qui rend fou. Et bien la France, c'est devenu ça. Et tout ça, ça a un coût. Ça a un coût. Sans parler de toutes les aides sociales, les aides ceci, les aides cela. Aujourd'hui en France, quelqu'un qui maîtrise la paperasse administrative, hein, d'ailleurs, il y a eu un YouTuber qui a fait une vidéo où il a montré comment il arrivait à truander les différents organismes sociaux pour gagner un salaire, enfin pour avoir des indemnités supérieures à ce que vous touchez en tant que salarié. Malheureusement, c'est possible parce que quelqu'un aujourd'hui en France qui maîtrise la paperasse administrative peut gagner bien plus que quelqu'un qui se lève tôt le matin et qui va aller bosser. Voilà. La France, malheureusement, est devenue une gigantesque bureaucratie administrative. Et le problème, il vient de là. Donc il faut faire un véritable choc de simplification avec tous les CERFA, les trucs qui servent à rien, qui alourdissent le travail, qui mobilisent des fonctionnaires pour vérifier tout ce bordel-là. Il faudrait faire un énorme choc. Alors oui, le problème, c'est que si on passe par la case afuera, comme le fait Milei en Argentine, oui, ça va être dur. Ça va être dur parce qu'on va diminuer drastiquement les allocations de chômage, on va diminuer les aides, la CAF, on va peut-être devoir geler les pensions de retraite des retraités, on va peut-être supprimer tout un tas d'aides, peut-être licencier des fonctionnaires qui sont là juste pour contrôler que toute cette bureaucratie marche. Évidemment, en allégeant toute cette bureaucratie, forcément, ça va mettre des fonctionnaires au chômage. Mais en faisant ça, la France pourra retrouver la maîtrise de ses finances publiques. Et dès lors que la France retrouvera la maîtrise de ses finances publiques, générera un excédent budgétaire positif, là, les Français pourront choisir. Moi, cette chaîne-là, ce n'est pas une chaîne politique. On pourra choisir, soit on va vers une aventure, une France libérale type Gabriel Attal, soit on va vers une France sociale pour partager les richesses. Hein, Mélenchon veut partager les richesses, mais pour partager les richesses, faut-il encore qu'il y ait de la richesse? Or, aujourd'hui, l'État français génère du déficit. Donc, il n'y a même pas de cagnotte comme
en 2000, comme dans les années 2000, quand Jospin a distribué une cagnotte et il a fait les 35 heures. Aujourd'hui, on n'a même pas les moyens de faire tout ça. Ou alors s'engager dans une aventure un peu plus souverainiste, nationaliste. Mais là encore, on n'a pas les moyens. Parce que ce n'est pas du tout la direction de l'Europe. Et pour mener une aventure souverainiste, une aventure, entre guillemets, patriote, comme le dit si bien Marine Le Pen, faut-il encore pouvoir être en position de force pour négocier avec l'Europe. Or, aujourd'hui, la France n'a pas les moyens de ses ambitions. En fait, la France, aujourd'hui, elle est un petit peu dans une situation, finalement, d'un salarié, d'un salarié qui doit obéir à son patron, qui a envie de dire merde, qui a envie de dire merde à son patron, mais qui malheureusement dépense plus que ce qu'il ne gagne. Si vous dépensez plus que ce que vous ne gagnez, vous êtes tributaire de votre patron. La main qui nourrit, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et donc aujourd'hui, la France, l'État français, il est dans la même situation bah, que ce couple dans mon livre, dans ce livre. Attention, ce livre peut vous rendre riche. L'État français aujourd'hui, il est dans la même situation que un couple avec ou sans enfant qui dépense plus que ce qu'il ne gagne et qui souhaiterait envoyer chier son patron. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour envoyer balader son patron, il faut au minimum gagner plus que ce que vous dépensez. Ça, c'est une condition. Ça, c'est une condition minimale. Ensuite, une fois que vous gagnez plus que ce que vous dépensez, il faut ensuite faire en sorte de minimiser ces dépenses, d'avoir des ressources supplémentaires que votre salaire et d'optimiser le patrimoine qui va progressivement se construire grâce à l'écart entre votre salaire et vos dépenses. Et ça, c'est un peu l'objet de mon livre. Hein, l'objet de mon livre, consiste à partir d'un couple d'une classe moyenne qui est surendetté, qui est écrasé par les factures, qui travaille, qui bosse, qui part tôt le matin, qui rentre tard le soir, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et dans ce livre, en fait, j'explique comment, alors évidemment 450 pages, hein, donc c'est pas rien, j'explique en fait comment on peut s'en sortir. C'est pas quelque chose qui se fait en 3 semaines, c'est quelque chose qui met du temps, mais il est tout à fait possible de le faire. Voilà, ça c'est un peu un petit clin d'œil par rapport à mon livre qui est maintenant disponible en version papier. Je mettrai le lien dans la description pour avoir accès au livre. Alors malheureusement, il est en rupture de stock. Hein. Moi, j'en ai plus. Hein, j'ai reçu pas mal d'exemplaires de mon éditeur et malheureusement, toutes les personnes qui me connaissent l'ont commandé. Donc aujourd'hui, je n'ai plus du tout d'exemplaires. Hein. Celui-ci, c'est le dernier. Il est pour moi. J'ai besoin d'avoir un exemplaire pour moi. Mais j'ai plus du tout d'exemplaires en stock que je peux vous fournir avec ma dédicace. Vous pouvez néanmoins le commander via Amazon. Je vous mettrai le lien. Vous trouverez le lien en description. Voilà. Donc malheureusement, pour revenir un peu à la politique, il ne faut pas non plus attendre des miracles de ces élections législatives. Il n'y aura pas de miracle tant que la France n'arrive pas à générer un excédent positif. Aujourd'hui, je répète, je radote, je suis chiant, je reconnais, je radote. Aujourd'hui, la France, l'État français est comparable à un couple de la classe moyenne qui, tous les mois, dépense plus que ce qu'il ne gagne. Comment voulez-vous envoyer chier votre patron si vous n'arrivez même pas à gagner plus que ce que vous dépensez? Et quand vous êtes obligé de recourir à des crédits conso pour pouvoir joindre les deux bouts. Aujourd'hui, l'État français, que l'on soit pour Macron, que l'on soit pour Le Pen, que l'on soit pour Mélenchon, je ne fais pas de politique. Mais la situation aujourd'hui de la France, c'est que pour payer les fonctionnaires,
l'État français est obligé de faire un crédit pour payer les salaires des fonctionnaires. Et quand on est dans cette situation, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Voilà. Donc la France, en fait, l'État français, en fait, bah, il doit acheter mon livre et, et appliquer la solution de mon livre, mais au niveau de l'État. Alors, moi, je suis humble, je n'ai pas les capacités, clairement, je n'ai pas les capacités de dire à l'État ce qu'il doit faire pour pouvoir générer un solde positif. Hein, c'est très compliqué. Enfin, gérer les finances publiques, c'est un métier. Hein, il ne suffit pas d'écrire quelques livres littéraires, quelques best-sellers, comme le fait Bruno Le Maire, pour gérer un pays. Gérer un pays, c'est compliqué. Ça nécessite d'être brillant, d'être courageux, d'être capable de faire passer des mesures impopulaires. Mais gérer un pays, c'est très compliqué. Moi, à mon modeste niveau, parce que je suis un particulier, je suis père de famille, je suis capable de gérer mes finances personnelles. J'ai été capable d'écrire un livre avec une recette à appliquer, à suivre, quel que soit votre métier, que vous soyez dans la finance, que vous soyez femme de ménage, que vous soyez infirmier, que vous soyez chirurgien, que vous soyez agriculteur, que vous soyez fonctionnaire, en appliquant les recettes de ce livre, vous serez capable, vous serez capable, après plusieurs années, d'atteindre la liberté financière. Honnêtement, je l'ai fait, il n'y a pas besoin de gagner des millions. Au niveau particulier, au niveau de chacune et chacun d'entre vous, je suis capable, avec mes modestes connaissances, je suis capable de vous expliquer comment on peut y arriver. Ça, je suis capable. Par contre, au niveau de l'État français, là, ça dépasse mes compétences. Voilà, moi, ce que je peux, c'est juste lancer des bouteilles à la mer, dire déjà, arrêtons la paperasse administrative. C'est moi aujourd'hui, je vois des clients, pour vous dire, j'ai des clients qui, qui maîtrisent encore mieux que moi, par exemple, les SCPI, l'immobilier, qui passent par moi, qui passent par moi pour leur, les faire investir dans les SCPI, alors qu'ils connaissent les SCPI. Hein. Moi, ma grande valeur ajoutée, c'est accompagner des personnes qui ne connaissent pas les SCPI, qui ne connaissent pas l'immobilier, qui ne connaissent pas les marchés boursiers, qui ne connaissent pas toutes les stratégies d'optimisation fiscale. C'est ça ma valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, j'ai de plus en plus de gens qui passent par moi pour leur faire du Girardin, pour leur faire de la SCPI, pour leur faire, etc., etc. Juste pour ne plus avoir à se casser la tête avec la paperasse administrative. Juste pour que je puisse faire à leur place la paperasse administrative à cause de notre chère administration qui nous bombarde de normes et de paperasse. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est le gros, gros, gros problème de la France. Voilà. Moi, c'est le seul conseil que je peux donner à mon niveau. Ensuite, il y a sans doute d'autres choses à faire. Peut-être des aides inutiles qu'il faudrait supprimer. Peut-être, voilà. Mais je ne suis pas assez expert en finances publiques pour vous donner des conseils comme ça. Je connais mes limites. Néanmoins, si déjà on pouvait dégraisser le mammouth administratif de notre État et de tout un tas d'organisations hein, qui se greffent entre l'AMF, hein, parce que l'AMF, pour moi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, l'AMF, c'est vraiment mon contrôleur. Je suis amendable par rapport à l'AMF. L'AMF peut, si je fais des conneries, peut m'envoyer en prison, peut liquider ma société. Et il faut un contrôle. Attention, moi je suis pour que les métiers comme les médecins, les CGP soient contrôlés. Attention. Mais quand on voit le nombre d'échelons intermédiaires auxquels je dois me justifier pour montrer patte blanche et tous les formulaires que je dois remplir pour démontrer que tel ou tel investissement que je vais faire à mes clients sont corrects, c'est insupportable. C'est devenu tout simplement insupportable. Et c'est peut-être là, à ce niveau, que l'État peut faire des économies. Je parle de mon métier de gestion de patrimoine, mais moi je dis, j'ai des amis agriculteurs, c'est pareil. C'est pareil. Il y a 30 ans, un agriculteur passait peut-être, allez, sur un an, sur 12 mois, il allait peut-être passer un mois à faire de la paperasse. Parce il faut de la paperasse. On est dans un pays civilisé. Il faut qu'il y ait un ordre, il faut qu'il y ait
Il faut que tout soit déclaré, que tout soit carré. J'ai rien contre ça. Mais aujourd'hui, les agriculteurs, en 40 ans, ils sont passés de 1 mois par an à faire de la paperasse administrative à 6 mois par an pour faire de la paperasse administrative. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On va crever la bouche ouverte de toute cette paperasse administrative. Donc ça, pour moi, hein, s'il y a des femmes et des hommes politiques de tous bords qui m'écoutaient, si vous pouvez rendre service à la nation, c'est déjà, si vous pouvez déjà, à défaut de légiférer, etc., mais si déjà vous pouvez simplifier ce mammouth administratif à destination de celles et ceux qui créent la richesse. Parce que celles et ceux qui créent la richesse, ce sont nos agriculteurs, ce sont nos artisans, ce sont nos ouvriers, ce sont nos conseillers financiers. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sot-gens. Il y a des sot-gens, mais il n'y a pas de sous-métier. Mais si déjà vous pouvez alléger la paperasse, tout ce qui est paperasse, déjà, ça serait un grand service que vous rendrez aux forces vives de la nation. Et ça sera une énorme économie que vous ferez sur le budget de l'État et qui pourrait vous donner une force, une capacité à dire à l'Europe, merde. Si vous voulez dire merde, si les électeurs veulent dire merde à l'Europe, ben, il faut déjà s'en donner les moyens. Or, aujourd'hui, la France n'a pas les moyens de ses ambitions. Ah, je suis désolé de le dire. Le gouvernement français, quel qu'il soit, n'a pas les moyens de ses ambitions. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Voilà un petit coup de gueule hein, par rapport à tous celles et ceux qui nous dirigent, et pas nécessairement contre Macron, c'est toujours facile de taper sur Macron, mais voilà, mais même celles et ceux qui pourraient prendre sa relève, la relève du gouvernement Attal, il y a du pain sur la planche. À l'échelle individuelle, euh, formez-vous, prenez en main vos finances, prenez en main vos finances, soit via un conseiller en gestion de patrimoine, si vraiment vous n'avez pas le temps de vous en occuper, il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a aucune honte à ça. Moi, je ne suis pas manuel, je n'ai pas envie de passer mon temps sur les chantiers, sur tout ça. Je fais appel à des artisans. Je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. Mais prenez en main vos finances, soit directement, en vous formant. Donc, mon livre peut, hein, c'est pas le seul, bien sûr, c'est pas le seul canal, mais mon livre peut vous former, peut vous permettre de prendre en main vos finances personnelles. Voilà. Et si maintenant c'est trop lourd, c'est trop lourd, voilà, il y a 450 pages hein, dans ce livre, hein, c'est dur, il y a des formules mathématiques, c'est hard, hein, je ne vends pas du rêve dans ce livre, il y a énormément de travail. Si vous trouvez que vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec 450 pages ou vous achetez le livre et puis vous trouvez que c'est beaucoup trop de travail, ben faites-vous accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine qui pourra faire ce boulot. Et il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a aucun mal à ça. Mais faut-il encore que ce conseiller en gestion de patrimoine il soit indépendant, qu'il ne soit pas lié à une banque ou à une compagnie d'assurance dont le but c'est de fourguer des produits et pas du tout de s'occuper de votre patrimoine. Voilà. Moi, quand je fais de la gestion de patrimoine, le moment que j'adore le plus dans ce métier, c'est quand je fais le bilan patrimonial de mes clients. Quand je déroule les revenus, les dépenses de mes clients, leur patrimoine, leurs dettes, et quand j'étudie avec eux ce qu'il est possible de faire pour optimiser les finances personnelles via des stratégies de réduction des dépenses ou via des stratégies pour optimiser le patrimoine, pour optimiser les revenus complémentaires, générer du revenu complémentaire, diminuer la fiscalité via des solutions. Moi, moi honnêtement, dans ce métier, c'est la partie que j'aime le plus. Euh, Par contre, c'est vrai qu'après, tout ce qui est paperasse administrative, parce que c'est aussi, bon, c'est aussi une de mes valeurs ajoutées, c'est de faire la paperasse administrative à la place de mes clients. C'est pas forcément ce que j'aime le plus. Et pour être transparent avec vous, je vais essayer de recruter quelqu'un pour faire ça, parce que il n'y a aucune valeur ajoutée sur le plan intellectuel. Et voilà, on le fait parce que voilà, la France est devenue un mammouth administratif et il faut le faire. Donc je le fais. Mais ce qui est le plus beau dans le métier de conseil en gestion de patrimoine,
c'est la partie bilan patrimonial. C'est la partie étude des actifs, des passifs, des dépenses et de vos revenus. C'est ça qui est le plus beau. Moi, c'est ça qui me fait le plus kiffer. Et ensuite, la mise en place de solutions, le fait de vous convaincre de mettre en place telle ou telle ou telle stratégie. C'est ça qui est le plus beau. Après, la paperasse administrative, c'est chiant. C'est chiant. Voilà. Donc voilà un petit peu sur ce que j'ai à vous dire. En tout cas, si j'ai un conseil pour ces élections, votez. Il faut voter en masse. Il faut y aller. Moi, je vais voter. Hein. Après cette vidéo, je vais aller voter. Votez en masse, quel que soit votre bord politique, parce que les élections, c'est le poumon de la démocratie. Une démocratie où il n'y a plus personne qui va voter, c'est une démocratie malade. Donc, allez voter en masse, quelles que soient vos convictions politiques, votez, mais n'oubliez pas qu'il va y avoir un énorme travail à faire au niveau des finances de l'État et aussi, chacun à notre niveau, au niveau de nos finances personnelles. Voilà ce que j'ai à vous dire. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon dimanche, un bon début de semaine et je vous donne rendez-vous courant du mois de juillet pour partager avec vous un petit peu ce qui va se passer à l'issue de ces législatives et continuer à parler un petit peu de marché, stratégie patrimoniale et fiscale. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous, bonnes élections et à bientôt.